Tout d'abord, de la présentation qui était très riche et je tiens vivement à remercier toute l'équipe et son directeur général des efforts consentis pour arriver à ce niveau-là au Maroc. 8 600 000 analphabètes, c'est un chiffre qui nous fait peur, qui fait mal au cœur et qui frappe aux yeux, forcément. Alors ma question, elle est très précise. Monsieur le directeur général, c'est par rapport à la partie inclusion. Où en est les personnes handicapées de votre stratégie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez développé une politique servant à alphabétiser les personnes handicapées, adultes handicapées? Voilà. Donc, c'est ma question et je vous remercie. Je vous remercie à mon tour de votre présentation qui a été très précise et je tiens à poser deux questions. Vous avez soulevé l'enjeu principal et primordial qui est de la conduite du changement et du fait de convaincre les gens analphabétisés de poursuivre leurs études ou bien de commencer vers ce pas. Or, j'ai une autre question qui est celle qui concerne la fidélisation de ces personnes. Votre objectif d'alphabétiser 1 million de personnes durant une année est bon et bien, et nous voyons que ça porte déjà ses fruits. Mais comment comptez-vous fidéliser ces personnes pour qu'il y ait une sorte de dynamique et d'une continuité dans leur apprentissage? Merci. Merci. Ici à Alaoui. Donc, à mon tour, je remercie Samih Mahmoud pour cette chance qu'il nous a offert d'avoir cette information riche et explicite, comme a dit M. Gdira, concernant le travail et l'émission de cette agence, cette mission noble et ces efforts louables qui ont été consentis pour réussir cette mission. Je n'ai pas des questions, mais des demandes d'éclaircissement concernant 3 points. Le premier, c'est par rapport à la demande. On a dit, chaque fois on répète ce mot, la demande, c'est par rapport à vos clients. Donc, une adéquation entre l'offre et la demande. Moi, je suis curieux de savoir comment cette demande s'exprime et comment elle est évaluée, comment elle est quantifiée. Lorsqu'on affiche un chiffre qui est un pourcentage de 32%, comment on a arrivé à quantifier ce chiffre et comment la demande s'exprime. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux parties prenantes. Et je pense qu'il y a un effort considérable de coordination. Donc comment se fait cette coordination pour aligner les enjeux des différentes parties prenantes? Ce travail d'alignement, comment il se fait? Le troisième éclaircissement, c'est par rapport au système de mesure et d'évaluation. Vous avez toujours répété le dispositif de contrôle de gestion qui est très important, qui est stratégique. Lorsque les objectifs sont des objectifs quantitatifs, je pense que c'est facile. Mais lorsqu'on parle de qualité d'apprentissage, alors quels sont les dispositifs, des systèmes de mesure qui permettent d'apprécier cet élément-là? Merci beaucoup. Oui, monsieur. Je me présente à Ahmed Si, je suis étudiant en master gouvernance, gestion des ressources humaines et ingénierie de compétences. Donc merci à Sigdira d'avoir invité Sidi Mahmoud. Donc moi je suis très, très satisfait de votre présentation, donc du point de vue richesse du contenu que de la qualité de la présentation. Moi j'ai 3 questions. La première, c'est par rapport au système de rémunération, sachant son importance dans la motivation et dans la restructuration et la mise à niveau d'une nouvelle structure. Si on la compare avec les autres établissements publics qui sont à caractère économique, etc., ça c'est le premier défi. Qu'est-ce que vous avez apporté comme réponse, comme solution? La deuxième, c'est l'innovation.
parce que j'allais poser la question à quoi sert l'alphabétisation, mais il a annoncé avant moi. Donc moi, je me pose la question face à ce fléau qui est sociétal. Moi, je sais bien que l'agence elle est dans un environnement il agit dans un environnement qui est très complexe, avec des pesanteurs qui sont historiques. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire? Qu'est-ce qu'il y a d'innovation pour faire face à ce fléau? Parce que personnellement, je ne crois pas, quel que soit l'effort, je ne crois qu'on va dépasser ce problème avec les méthodes actuelles, avec la troisième question et la dernière, c'est j'ai bien écouté l'exposé dans un certain nombre de dimensions, de gouvernance, stratégie, etc. Où est la part de la communication? La communication sociétale d'une part pour présenter l'agence, pour présenter ses performances et pour donner une bonne réputation et rassurer l'opinion publique. Et merci. Très bien, on va donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Excusez-moi. Oui, madame. Oui, donc, moi aussi, je vous remercie. C'est madame Najib Salah. Je suis la formation en première année, master RH et compétences ingénierie. Moi, de mon tour, je remercie M. Wikila de nous avoir offert cette occasion et assister à cette conférence. J'ai une seule question qui se porte sur la dématérialisation. Donc, ma question, est-ce que vous pouvez nous préciser alors comment l'agence a pu concrétiser cette dématérialisation? Parce que c'est la mode en quelque sorte par rapport aux organisations qui se trouvent au niveau du Maroc. J'aimerais bien avoir c'est-à-dire l'expérience de l'agence côté dématérialisation. Merci. Salam alaikum. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation, à Samir pour cette présentation riche et pertinente. Je m'appelle Admajid Ibarou, je suis formateur en management. En fait, j'ai trois petites questions. La première, quand on parle de ces changements, de ces chantiers de changement, automatiquement il y aura des résistances, de la réticence dont vous avez parlé. Alors j'aimerais bien, s'il vous plaît, nous présenter un certain nombre d'exemples concrets de résistance que vous avez rencontrées lors de ces chantiers. Donc ça, c'est la première demande, si possible. Deuxième question, quand on parle d'une organisation qui est plus ou moins jeune, c'est vrai que l'agence, il y a derrière tout un historique, mais on peut considérer comme quoi c'est une organisation qui est jeune. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous êtes jamais dit, quelque part, pourquoi ne pas aller modéliser la performance et tirer des leçons des modèles de performance du monde de l'entreprise et essayer quand même, peut-être, de les appliquer pour le cadre de l'agence. Sinon, quels pourraient être les freins à cette possibilité ou à cette piste de réflexion? Si oui, est-ce qu'il y a des résultats satisfaisants par rapport à ça? Troisième question, vous avez parlé de l'approche client, c'est quelque chose de très pertinent et sincèrement de très impressionnant. Ma question est la suivante. Est-ce que ça commence à faire partie de la culture managériale de l'agence ou ça reste quand même quelque part juste superficiel? Autrement dit, par exemple, est-ce qu'on a aujourd'hui un programme de formation, d'accompagnement pour instaurer le service client, pour fidéliser ses clients, concrètement offert aux gens, que ce soit partie prenante ou collaborateurs au sein de l'agence? C'est la troisième question. Alors, est-ce qu'il y a des programmes d'accompagnement pour instaurer au niveau de la culture de l'agence le service client, l'approche client? Voilà, merci beaucoup. Très bien. Je crois que je vais donner la parole. Voilà, je vais donner la parole à monsieur.
remercie M. Mahmoud pour votre prestation. Donc là, et aussi à M. Guira de nous assurer cette occasion d'échange. Donc là, j'ai hésité à poser des questions pour ne pas me répéter. Et là, je voulais intervenir sur 3 points essentiels. Le premier, c'est que vous avez tout le temps parlé du fait que la communication représente le défi majeur. Et donc là, la question est déjà posée, comment vous allez appliquer la communication? La deuxième, elle tourne autour de la... vous avez beaucoup parlé des axes stratégiques. Donc là, un axe stratégique, ça provient de l'interne, de l'agence. Et donc là, comment on va faire une adéquation avec l'autre côté? Donc ça rejoint la question de M. Gdira. Et donc là, pour attaquer un autre angle de vue, c'est celui comment appliquer une approche mercatique pour l'agence. Donc là, comment faire intervenir le marketing pour l'agence afin d'assurer donc là le service à ces clients-là, parce que vous avez précisé dans les clients pas seulement les bénéficiaires, mais aussi les fournisseurs. Donc comment assurer ce lien continu entre l'agence et les bénéficiaires. Et le troisième point, ça revient à la notion de gouvernance. En apprenant la gouvernance avec M. Gdira, tout le temps la gouvernance, c'est l'état d'esprit, c'est un esprit donc là de droit, voilà, l'état d'esprit et surtout question d'acceptabilité, d'application de droit, de règles, de procédures. Vous en avez parlé que vous avez la mise en place de procédures et aussi le renforcement de l'arsenal juridique. Mais le problème, ou bien la question que je la pose à ce niveau-là, c'est même si l'arsenal il est là, comment s'assurer de son applicabilité? C'est ça ma question principale. Et merci. Merci beaucoup. Donc, il y avait 9 interventions, pratiquement, ça concerne 15 questions. Je ne sais pas si c'est un bon indicateur, c'est un mauvais indicateur, est-ce que mon exposé n'était pas clair, n'était pas intéressant, mais je pense que c'est un bon indicateur pour moi parce que la qualité des questions qui ont été posées, vraiment, c'est du fond. On disait que ce sont des gens spécialistes dans l'alphabétisation, ce sont des questions qui se posent pour l'agence et qui doit trouver des réponses. Donc je n'ai pas les réponses pour toutes les questions. C'est d'une part, d'autre part, l'équipe de l'agence est présente avec nous. S'ils souhaitent par la suite compléter des propos, apporter des éclaircissements, c'est le bienvenu. Donc voilà, je commence par la première question. Donc 8 600 000 analphabètes. Quelle est la place des handicapés? Voilà. Donc le choix qui a été effectué par l'agence, c'est qu'on travaille avec des partenaires dans le cadre de la convergence. Le meilleur modèle pour nous, pour le moment, c'est qu'on a un partenaire porteur du projet. Pour l'alphabétisation des migrants, dans les deux sens, on travaille avec le ministère de la Migration. Pour les artisans, on travaille avec le secrétariat d'État chargé d'artisanat, avec les agriculteurs, nous travaillons avec le ministère chargé de l'agriculture. Donc pour les handicapés, nous avons une convention de partenariat avec l'entraide nationale. Donc c'est une composante essentielle. Nous travaillons sur ce créneau. Il est très compliqué. Il est très compliqué pour être franc. Il faut avoir un programme adapté pour cette population. La typologie de l'handicap, il est hétérogène. On va prioriser. Nous avons déjà fait le choix. 2, c'est compliqué sur le plan statistique. Donc, quelle est la cartographie de cette population cible? Quel est le nombre? Quelle est la répartition? Le montage, pour nous, il est clair. Nous avons l'appui technique de l'Union européenne qui va nous accompagner pour toute l'expertise. Donc, il n'y a pas de souci. Mais le défi, nous allons également faire appel aux associations. Nous allons travailler avec les associations pour ce créneau. Mais maintenant, nous sommes en train d'affiner la population cible. Donc c'est important de connaître à qui s'adressons-nous sur le plan profil, typologie d'handicapés, le nombre et également répartition au niveau de tous les territoires marocains. Donc ça par rapport à la première question. Deuxième question posée par Karima, c'est la question de fidélisation. Effectivement, la fidélisation, c'est un aspect, la motivation et l'incitation, c'est un aspect. On peut avoir des inscrits au début, mais est-ce qu'on va avoir des admis, des alphabétisés? À quel niveau? Ça a été posé une deuxième fois. Donc, quel est le niveau requis? Donc, comment on fidélise?
là, je vais partager avec vous l'effort, mais cela ne veut pas dire que le résultat il est positif. Donc, ce que je peux dire que nous avons compris au niveau de l'agence, mais ce n'est pas nouveau, ça a été compris même par, je dirais, par toutes les personnes qui ont géré ce secteur, que la fidélisation des analphabètes, des bénéficiaires plutôt, c'est important. Comment je pense qu'il n'y a pas meilleur que la communication, que la sensibilisation, mais de quelle manière? Donc ça a été posé plusieurs fois, ça a été posé par Cécile Abdahman, par d'autres intervenants, quel type de communication? Nous avons une stratégie de communication qui est basée sur le plaidoyer, sur la sensibilisation et destinée en premier lieu aux bénéficiaires. Et par la suite, donc, il y a des outils de communication adaptés qu'on doit développer. Dernièrement, on a travaillé sur beaucoup d'outils de communication. Je pense que vous avez suivi avec nous les capsules qui ont été diffusées sur les chaînes de la télévision et de la radio. Je pense que ça, en quelque sorte, respecté à quelques normes, ça a aidé à beaucoup de, je dirais, à un bon impact. On a suivi l'impact sur le plan auditoire et également sur le plan retour des bénéficiaires. On a reçu beaucoup de demandes d'inscription, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interactions avec les bénéficiaires et d'autres outils de communication qui ont été développés. Également, pour fidéliser ces participants, il y a un autre axe, c'est le e-learning. Nous avons constaté qu'il a cette contribution pour fidéliser davantage les apprenants, surtout un dispositif conçu à travers les smartphones. Vous savez très bien que maintenant, le taux d'utilisation des téléphones, d'après les statistiques de l'organe régulateur de télécommunications, que le taux d'utilisation des téléphones est un taux important par les analphabètes, par les alphabétisés. Et donc, c'était pour nous une opportunité pour explorer cette niche, cette piste. Et ça commence à donner des résultats, surtout dans le cadre ça a été confirmé dans le cadre des focus group qu'on a organisés avec les alphabétiseurs et également les bénéficiaires. Un grand apport, c'est que le e-learning, et surtout à travers les smartphones, il crée un environnement familial et d'entourage pour inciter les gens à suivre les programmes d'alphabétisation. C'est-à-dire un effet d'entraînement grâce à un petit environnement. C'était très remarquable, on l'a constaté et c'est extrêmement important. Donc cette interaction familiale. Un autre élément pour fidéliser, c'est le choix des programmes et l'intégration des aspects qui n'ont pas un caractère de contrepartie, parce que malheureusement la contrepartie, parfois il peut être une contre-performance. Ça a été posé dans une autre intervention, c'est la question des activités génératrices de ressources, c'est la question de motivation pour suivre un cycle de formation professionnelle, c'est la question d'apprendre un métier. Donc on a constaté la différence entre des programmes d'alphabétisation ayant un trait commun et des programmes d'alphabétisation fonctionnelle ou réalisés avec des partenaires. Alors je vais citer des exemples pour que je sois plus concret et plus clair. Un partenariat avec la Banque islamique de développement pour réaliser un projet qui s'appelle PALAM. C'est un programme destiné aux analphabètes et par la suite ils ont la possibilité de suivre la formation professionnelle au niveau de la région Souss-Messa. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'alpha fonctionnel pour les artisans, pour les agriculteurs, notamment pour les artisans. La motivation et le degré de fidélisation il est plus important par rapport à un programme général qui se contente des compétences de base, de la lecture, de l'écriture et du calcul. Un autre projet qui a été réalisé avec le conseil régional de Tanger, qui s'appelle Tsemki, et qui s'est basé sur ce principe, c'est-à-dire que les bénéficiaires vont par la suite bénéficier d'un accompagnement pour créer des activités génératrices de ressources. Un autre projet maintenant sur le PIPE, c'est à travers une fondation donc, qui va nous accompagner pour
accompagner les bénéficiaires depuis le départ pour avoir cette possibilité de monter leur propre projet. D'ailleurs, même dans le cadre du projet PALA, donc le premier projet au niveau SUSMESA, donc c'est un projet qui est mené en partenariat avec l'agence, donc le département d'information professionnelle, l'agence développement social, également pour bénéficier par la suite des possibilités des crédits, des microcrédits pour monter leur propre projet. On a vu que ce sont des projets attrayants non seulement pour les bénéficiaires, mais également pour les autres acteurs, par exemple les opérateurs de réalisation, par exemple lorsqu'il s'agit des associations. Donc voilà quelques instruments de fidélisation. Je pense que le point commun derrière, c'est d'expliciter ce besoin chez le bénéficiaire. Il faut le comprendre, il faut l'expliciter, il faut répondre à ce besoin. Maintenant, par rapport aux demandes d'éclaircissement de Serachid, donc 4 éclaircissements, chez 3 qui est là. Donc il y a la question de comment exprimer la demande. C'est une question importante. Dans le cadre des programmes d'alphabétisation que nous avons conçus en partenariat avec les acteurs concernés, que ce soit l'Union européenne ou la CGM, ça a été, je dirais, préalablement élaboré par des études. Donc, ces études, donc, il y a des aspects quantitatifs comme qualitatifs et un espace d'entretien avec un échantillon. Donc, dans le cadre des focus group, des entretiens, même avec les patrons de secteur. Et donc, ça permet de dégager pas mal de conclusions. Et d'ailleurs, le secteur de BTP, le défi était de dépasser les critiques d'un ancien programme d'alphabétisation qui était destiné à cette catégorie parce qu'on n'a pas fait une bonne analyse des besoins. Donc, toute la concentration était pour répondre à cette question. Donc, à chaque fois que je réponds à certaines questions, ce n'est pas dans la posture de dire que nous réalisons toutes les choses, que nous les réalisons bien, mais juste pour partager avec vous que il y a en majorité le souci d'être à la hauteur, mais au niveau de la réalité, il y a parfois des écarts, des obstacles ou une insuffisance de notre côté. Et cet espace, ça va nous permettre de les identifier. Alors, deuxième précision, c'est les 32%. Pour moi, c'est une deuxième précision. Bon, vous le savez, c'est la référence, c'est le recensement général de la population. Donc, vous savez très bien, donc c'est une enquête, c'est un questionnaire. C'est basé sur le déclaratif. J'ai compris en filigrane votre question, je vais expliciter votre souci. Est-ce que le fait qu'il répond à une question de façon déclarative, on peut le considérer analphabète? Il vous par la suite, est-ce que vous actualisez ces statistiques sur la base du déclaratif ou sur la base des mesures, des acquis, des apprentissages? C'est une problématique qui est posée. Et ça peut, je dirais, donner à des interprétations, à, je dirais parfois, à appréhender ce chiffre autrement. Mais pour nous, on a simplifié la chose. On s'est dit, c'est 32%, d'accord? Ce sont des analphabètes qui ne savent pas lire et écrire. D'accord, c'est la base, mais nous, on a ajouté même les gens illettrés, et nous avons ajouté dans le cadre du portefeuille de compétences, au-delà du déficit de compétences qui concerne l'écriture, le calcul et la lecture, d'autres compétences qui touchent, comme ça a été dit, la vie professionnelle, la vie personnelle, et c'est pour cela qu'on s'oriente beaucoup plus vers l'alpha fonctionnel et vers les programmes d'alphabétisation avec les départements. Et donc sur cet aspect, on est plus à l'aise par rapport aux résultats qui seront dégagés par la suite. Alors, le troisième éclaircissement, c'est l'alignement des enjeux et de la coordination. C'est la première mission de l'agence. La coordination, malheureusement, c'est un concept virtuel. Pour le concrétiser, c'est difficile. Même parfois, les gens ne comprennent pas le rôle d'un service de coordination par rapport au rôle d'un service métier. Et c'est une, je dirais, discussion à laquelle on assiste beaucoup. Et parfois, il y a des conflits par rapport à ça. Mais pour moi, la coordination, il est important. Tout ce qui est management, pour moi, c'est un métier. Le management lui-même, c'est un métier. Il a toute sa place. Et donc, les instruments de coordination et les enjeux de coordination, à chaque fois qu'il y a un espace pour faire fédérer les efforts, on les exploite.
Je commence par le conseil le conseil d'administration, par le comité d'audit, le comité de stratégie, et également il y a les réunions, les rencontres institutionnelles avec la société civile, et également les réunions avec les départements ministériels concernés. Et aussi à l'occasion de toute formulation des besoins avec les partenaires techniques et financiers, c'est une occasion pour nous pour assurer une meilleure coordination, et même nous avons des espaces de coordination avec les partenaires techniques et financiers. Maintenant, les espaces sont là, on les a exploités, mais malheureusement le dispositif n'est pas aussi très structuré et je dirais très institutionnel, et avec une régularité, avec des choses plus structurées. Dernier point d'éclaircissement, c'est le système de mesure quantitatif qualitatif. Alors, voilà, par rapport à ce point, je vais partager avec vous mon appréhension par rapport aux indicateurs. Pour moi, il n'y a pas un indicateur quantitatif, il n'y a pas un indicateur qualitatif. Bon, c'est ma compréhension des choses. Un indicateur, il traduit la mesure d'une situation, d'un objectif. Ça peut être dominé par le qualitatif que par le quantitatif. Mais le défi, c'est de le rendre mesurable. Donc, un bon indicateur, normalement, pour moi, il doit me faire dépasser cette polémique. C'est ma conviction. Donc, lorsque je vais aborder la question de l'impact ou de l'effet des programmes d'alphabétisation sur le bénéficiaire, derrière, il y a le qualitatif qui est dominant. Mais est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas le mesurer? C'est difficile de le mesurer par rapport à l'impact des efforts menés par tous les acteurs sur le taux d'analphabétisme. On va mesurer le nouveau taux par rapport à l'ancien. Mais la qualité, on doit la mesurer par d'autres moyens, par un autre indicateur, par d'autres instruments. Là, il y a des spécialistes, on fait appel à des spécialistes, à des experts. Les instruments, vous les connaissez. Là, on peut, à ce moment-là, de parler des méthodes de recherche quantitative, qualitative, d'entretien, du questionnaire et tous les outils d'investigation. Mais pour moi, l'indicateur, il est mesurable, il mesure une situation et il doit, à mon sens, répondre à cette problématique de mesure, quel que soit l'aspect dominant, qualitatif ou quantitatif. Alors par rapport à ce point, nous avons une assistance de l'UNESCO dans le cadre d'un projet qui s'appelle Recherche-Action de la mesure de l'impact des programmes d'alphabétisation. Et parce que tout le monde a compris que c'est difficile, et parce qu'il y a des aspects, à la fois c'est une prestation de service non tangible et qu'on ne peut pas, c'est-à-dire la maintenir dans le temps. Et ça concerne des anciens programmes. Donc il y a une méthodologie qui a été adoptée avec l'UNESCO et avec 5 pays africains. Donc dans le cadre d'un projet, dans sa première phase qui s'appelle Rama 1, et par la suite ce projet a été étalé avec 11 pays africains, donc ça s'appelle Rama 2, donc avec toutes les méthodes statistiques très développées, avec l'appui de tous les experts. Et le Maroc a eu la chance d'organiser une grande journée de lancement de cet événement à Marrakech le 10 novembre 2016. Donc ça a connu une grande réussite. Et donc nous sommes dans la phase d'harmonisation des outils d'évaluation. Donc le référentiel de compétences il est élaboré, le référentiel d'évaluation il est élaboré. L'année prochaine, c'est l'année de réalisation de l'étude pour mesurer l'impact. Il y avait une autre étude qui a été réalisée il y a quelques années, maintenant une autre étude sur la base de cette approche. Le Maroc par rapport aux autres pays, il a respecté toutes les étapes, donc il est dans la phase pour lancer cette étude. Maintenant pour la question de Cécile Rahman, donc 3 volets importants, le système de rémunération, l'aspect innovation et l'aspect révolutionnaire des choses. La question de rémunération extrêmement importante, c'est pas pour s'échapper à la question. J'étais dans une situation où j'ai trouvé qu'il y a un statut du personnel. Donc un statut de personnel qui arrête le système de rétribution. Malheureusement, il n'est pas attrayant. C'était parmi les défis de l'agence. D'ailleurs, toute l'équipe il est consensuelle par rapport à ce point. Et donc avant de penser à fidéliser les analphabètes, comment fidéliser l'équipe de l'agence? Comment la motiver? C'est une question, il y a une partie de réponse. Malheureusement, il n'est pas suffisante. Il faut qu'on fasse un travail pour renégocier notre statut. Ça commence par cette conviction. Je ne suis pas très convaincu par le contenu du statut. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect engagement et état d'esprit de l'équipe parfois
il aide à maintenir une certaine motivation. Mais il y a un minimum. Donc déjà, il y a le profil de la personne et l'état d'esprit. Est-ce que sur le plan système de rémunération, nous sommes bien rémunérés, nous sommes très bien motivés, et ça, c'est pas suffisant, c'est pas le cas pour l'agence, mais quand même, je dois souligner qu'il y a un important engagement de l'équipe. C'est grâce à la conviction au profil de ces personnes que je tiens à les remercier vivement. Je ne suis pas en train de leur jeter des fleurs, ils savent ça très bien, et donc c'est pas suffisant. Je pense que c'est un défi posé pour nous. D'ailleurs, c'était toujours le cas. On disait, il faut qu'on réalise tout d'abord les bonnes performances, il faut qu'on donne une légitimité à cette agence avant de passer à renégocier notre système de rémunération. Et donc, c'est dans le pays par rapport à ces stratégies. Maintenant, la place d'innovation et de tout ce qui est révolutionnaire, je pense que l'innovation, c'est par rapport aux méthodes de travail et surtout à l'aspect informatisation. Tout ce qui est dématérialisation et learning, pour moi, c'était révolutionnaire. Et là, je saisis l'occasion pour donner concrètement la dématérialisation. Il a consisté en quoi ? Pour réaliser des programmes d'alphabétisation avec les associations, on lance un appel à projet, c'est comme les appels d'offres. Les associations déposent leur dossier, d'accord, une offre technique, d'accord, par rapport à certains critères, par rapport à une grille, et par la suite, il y a un examen de ces dossiers, et sur la base de ces dossiers, il y a une convention de partenariat signée, contrepartie, une subvention accordée par l'État. La gestion de la subvention, il est versé en 3 parties. D'accord? Donc ce processus, il a été tous dématérialisé. Les associations déposent leurs dossiers de façon numérique. Les conventions et tous les actes de gestion, y compris les actes de paiement, de l'engagement et de paiement, par rapport aux 3 phases, c'est réalisé de façon dématérialisée. Donc, lorsque je parle des actes de gestion, donc la convention, les ordres de paiement, les ordres de virement, les rapports de démarrage, les rapports de lancement, les rapports de clôture, les états de service paye, donc toutes les pièces sont éditées du système, ça facilite énormément, ça a diminué le temps de contrôle, notamment par les organes du ministère des Finances, ça a augmenté le climat de confiance avec nos partenaires, et donc c'était un bon exemple. Le également, pour moi, c'était révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça concerne l'alphabétisation. Donc, comment on peut présenter une offre, je dirais, e-learning pour quelqu'un qui ne maîtrise même pas les compétences de base de lecture. Donc, c'était révolutionnaire dans le concept, c'était révolutionnaire dans le mode de réalisation. Et je pense que ça a été réussi. D'ailleurs, tous ces aspects, donc ça a été réalisé par l'équipe de l'agence. La dématérialisation, c'est 0 dirham, c'est l'équipe interne de l'agence qui l'a réalisé. Pour les autres aspects, c'est avec l'appui technique, mais au préalable, il y a même des possibilités de création de marches d'innovation pour l'équipe. Ça a été accompagné par des formations diplômantes qui ont été prises en charge par l'agence pour développer certains aspects. Il y a des cadres de l'agence qui ont bénéficié des programmes de formation en management ou beaucoup d'autres formations pour aider à améliorer le fonctionnement de l'agence. La communication, Madame Rajak Saïd, le responsable de la communication, et Kautsar Andaki savent très bien ma position et la partagent totalement. On a un grand effort à réaliser par rapport à cet aspect. C'est parmi les maillons pauvres de l'agence. On a un effort considérable à réaliser au niveau de la communication. À un certain moment, on se pose la question, comment l'agence peut communiquer, comment l'agence peut être vulgarisée, connue par tout le monde, et à la fois il a des arriérés, des problèmes, des réclamations. En même temps, comment il ne peut pas communiquer, mais il est attendu par tout le monde, il doit assurer la mission de coordination. On n'a pas malheureusement identifié la bonne place pour le curseur, mais c'est un chantier qu'il faut avouer, nous avons beaucoup de choses à faire à ce niveau. La dématérialisation, j'ai répondu pour le profil d'un analphabète, un profil alphabétisé. C'est une question, si j'ai bien compris, qui touche l'impact du programme sur l'analphabète. Donc, premier changement, c'est qu'il commence à avoir les connaissances de base de lecture et d'écriture et de calcul. Mais il y a des témoignages, il y a des cas, des profils qui ont pu quand même aller plus loin, d'accéder au système formel, au certificat primaire, même au baccalauréat. C'est grâce à l'alphabétisation, en grande partie. Ce sont des témoignages que nous ne cessons pas de les partager avec l'auditoire. Lors des assises nationales qu'on a organisées l'année dernière, on a fait appel à ces témoignages
pour démontrer aux gens, et là c'est un instrument également de fidélisation, de communication, pour démontrer de façon concrète que c'est possible, avec l'alphabétisation, on peut aller plus loin. Donc nous avons des témoignages, nous avons eu l'occasion de partager les propos de ces témoignages dans le cadre des outils de communication de l'agence et également dans le cadre d'un certain nombre d'événements. Pour la question de Mouna sur les développements personnels et pour le projet de vie personnelle, donc je pense que j'ai abordé cet aspect dans le cadre du programme Post-Alpha. Donc c'est un programme pour renforcer les compétences et pour l'insertion socio-professionnelle. Et pour les autres exemples que j'ai cités tout à l'heure, nous avons toujours ce souci pour donner un projet personnel pour les analphabètes. Ce n'est pas généralisé, ça ne touche pas les 1 million de chaque année, mais une population très réduite, mais avec un impact considérable. C'est l'objet de vous avez posé 3 questions. La résistance au changement, des exemples. C'est difficile, je me rappelle un certain nombre d'exemples pour la résistance, mais je pense que par rapport à e-learning, je peux citer quand même un exemple important, c'est au niveau des alphabétiseurs. Donc les alphabétiseurs ont manifesté une résistance parce que pour eux, ils ont compris que c'est un dispositif qui va remplacer leur métier. Et donc c'est un métier, un alphabétiseur il est rémunéré, donc il a compris que un dispositif e-learning va je dirais, déclencher cet abandon par rapport à ce corps, et donc ça a nécessité un effort de communication. On ne peut pas alphabétiser uniquement par le e-learning. Votre rôle, il est indispensable. On peut compléter par la formation en présentiel, et donc on a toujours besoin de vous. Donc voilà un exemple qui m'a beaucoup frappé. Il y a également des exemples de résistance au changement par rapport à la dématérialisation. C'était pas facile au début. Par rapport à certaines associations, c'était difficile parce qu'il y a une technicité derrière pour eux. D'accord? Et également parce que ça a été accompagné par d'autres changements. On a instauré une grille de notation, ce n'était pas le cas avant. Donc ça nécessite des compétences au niveau de l'utilisation du système d'information, c'est une autre culture. Et les associations, donc il y a une différence par rapport à l'organisation, par rapport au fonctionnement, par rapport aux personnes qui sont en charge de ce dossier. Donc ça a nécessité beaucoup de communication et surtout beaucoup de formation. Voilà 2 exemples par rapport à la résistance au changement. La jeunesse de l'organisation, les outils de secteur public, privé. Donc pour moi, le contrôle de gestion, le contrôle interne sont des outils qui trouvent leur naissance au niveau du secteur privé. Déjà, si nous avons un système de contrôle de gestion au niveau de l'organigramme, nous avons cette ambition. Donc nous commençons à instaurer, à s'inspirer du secteur privé. Nous avons compris que ces instruments ne peuvent voir le jour rapidement au niveau du secteur privé, qu'en est-il pour le secteur public. Et donc nous avons pris tout le temps pour instaurer progressivement cette culture. D'ailleurs, au niveau des chantiers de la feuille de route, le système de contrôle gestion il a été inscrit parmi les chantiers de la première année 2017. On ne l'a pas réalisé, on n'a pas respecté les délais. Tout simplement, on a compris que ce n'est pas le temps opportun. Il faut tout d'abord stabiliser le système, il faut nommer les gens, il faut mettre en place les services, il faut commencer par le commencement, le manuel de procédure, et par la suite, il faut instaurer le système de contrôle-gestion. La même chose pour les autres outils. Quoique pour la dématérialisation, pour moi, quand même, ça prouve quand même la naissance au niveau du secteur privé. On a pu la réaliser parce que l'environnement était relativement propice malgré ses réticences, également parce que le besoin était énorme. Les arriérés, croyez-moi, on n'a pas pu assigner les arriérés, on n'aurait pas pu assigner les arriérés si on n'a pas procédé à la dématérialisation. Donc c'était vraiment un grand besoin et donc un grand challenge pour nous, et donc on a foncé. Le dernier point, c'est par rapport à la culture d'entreprise, l'approche client. C'est un état d'esprit, c'est un choix stratégique. Donc on commence à l'instaurer. Donc à travers notre système d'écoute, système de réclamation, système d'accueil, et à travers notre politique de communication, et à travers également nos démarches d'élaboration des programmes d'alphabétisation. Donc toujours on revient aux futurs bénéficiaires pour voir quelle est l'attente finale. Et donc on essaie d'élaborer des programmes qui répondent à ça. Donc 9e intervention, la communication. Donc j'ai répondu à cette question, le marketing. Donc si vous avez bien
vous avez bien suivi mon exposé. En filigrane, c'est une approche marketing qui est en fait, qui milite pour le dernier axe. Donc, qui commence par l'étude du marché, entre guillemets, l'étude de l'existant, la définition des segments, et par la suite, la définition du programme, la place, le prix, la communication. Mais c'est pas évident. Les 4 P, également, c'est parmi les outils du secteur privé qu'on a essayé de les adapter au secteur public. On n'a pas utilisé les 8 P, on n'a pas utilisé, je pense, les 5A, mais on a utilisé certains concepts de façon, je dirais, plus simple, sans aborder le concept de façon très explicite, tout simplement parce que ça rentre pour nous, pour notre compréhension, dans la conduite de changement. Donc on a utilisé les phases de la démarche marketing, la phase du haut de la démarche et du bas de la démarche, tout ce qui est définition de segments et tout ce qui est définition des 4 P, mais en filigrane par ricochet pour permettre de faire passer le concept intelligemment et de mettre à profit les apports du concept. Dernière chose, l'arsenal juridique, l'état d'esprit, oui, c'est une question posée à toutes les organisations. Oui, il y a les textes, il y a la mise en application. Pour le cas de l'agence, il y a une particularité, il y a des aspects non encore couverts par l'arsenal juridique, pour la simple raison que certains textes, ils concernaient le ministère, le secrétariat d'État, donc il parle clairement du ministère, il fallait l'adapter pour le cas d'un établissement public, et donc il faut penser à notre cadrage juridique, donc c'est une obligation. Maintenant, pour la mise en application, vous l'avez bien dit, c'est un état d'esprit, c'est un accompagnement, ça rentre tous dans la conduite de changement. Voilà, merci, j'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse. Merci beaucoup, Samir Mahmoud. D'abord pour la clarté et le courage, je dirais, des réponses. Ça, c'est de 1. On a l'habitude de voir les responsables en train de fuir les réponses. Là, c'est du direct. Et c'est tout à notre honneur, je dirais, d'avoir des responsables de ce calibre qui sont là pour dire qu'il y a des insuffisances, il y a des points forts, il y a des éléments de chantier, etc. C'est une expérience. Notre objectif était de relater cette expérience, de partager avec vous cette expérience, bien sûr. Est-ce que c'est l'expérience modèle? On ne peut pas faire des comparaisons dans ce sens, parce qu'il n'y a de modèle que pour l'organisation qui est concernée. Il y a une culture, il y a des éléments. Nous voyons ici tous les aspects. Il y a des aspects, je dirais, qui restent insuffisants, comme le contrôle de gestion, comme il y a des aspects de communication, et ça, mais on ne peut pas faire tout en 3 ans. Déjà, faire tout ça en 3 ans, avec toutes les résistances au changement, c'est un acquis majeur pour les organisations publiques, les établissements publics marocains. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions, d'autres... Alors, je vais prendre Hana. D'abord, je remercie M. Dira pour nous avoir donné l'occasion de rencontrer M. Mahmoud. Vraiment, c'était un exposé très satisfaisant. Vous nous avez intégré dans votre politique. On sent la communication dans votre agence et ça se voit par la présence de tout votre staff. Et donc là, ça montre clairement la gouvernance et la culture et le style de management dominant dans votre agence. Je vous vois un acteur de changement, que le Maroc est fier de vous. Moi, je le dis sincèrement. Peut-être, je crois que vous devez travailler beaucoup plus sur la communication. Vu moi, en tant que citoyenne, je ne vois pas beaucoup de choses sur l'agence. Donc, je vois à travers vous et à travers votre staff, il y a des efforts considérables qui se font, mais qui ne se
vendent pas. Donc peut-être que vendre votre produit va traduire les efforts que vous faites à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai des questions, mais dans le côté innovation. Moi je propose des choses, je ne sais pas est-ce que vous l'avez ou pas. Donc pour les gens qui bénéficient de la formation chez vous, d'après les gens et l'entourage, mon environnement, je vois que les gens bénéficient surtout de la langue arabe. Et pourquoi ne pas prendre des gens pilotes sur un site pilote et peut-être aller avec eux plus loin, peut-être à la faculté, au master, ou pourquoi pas. Donc peut-être prendre une minute et pour compléter tous les efforts que vous faites. Un deuxième point, est-ce que vous avez là, pour le français d'abord, il y a un problème, je crois, d'accessibilité physique. Vu peut-être que les centres qui donnent les cours en arabe, ils sont tous accessibles physiquement, mais pour ceux peut-être qui donnent les cours en français, peut-être ils sont loin de la plupart des citoyens. La deuxième question, est-ce que vous avez un système de management qualité au niveau de votre agence? Et est-ce que vous, en tant que directeur central, donc vous représentez le stratégique? Il y a des middle managers, mais vous, en tant que stratégique, comment vous faites le lien avec les citoyens? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des registres de plaintes? Comment vous assurez le contact direct avec les citoyens? Je sais qu'il y a des intermédiaires, mais un manager, il cherche toujours à diminuer la distance hiérarchique entre lui et l'opérationnel, parce que ce qui nous concerne en tous les cas, c'est les citoyens. Une autre question, est-ce que vous avez des animateurs régionaux? Parce que je ne connais pas beaucoup sur l'agence, vous ne vendez pas votre produit, donc je me suis demandé, vous avez des directeurs régionaux, vous avez créé des services, vous avez un organigramme, c'est déjà grand chose. Moi je l'avoue, vraiment, vous faites un effort incroyable. Mais est-ce que vous avez des animateurs? Je ne sais pas. Et il y a une autre chose qui me paraît un peu paradoxale. Vous dites, vous avez dans votre plan d'action un e-learning, et vous avez 32% des analphabètes. Alors c'est paradoxal. Comment vous allez communiquer avec ces analphabètes? Ils ne maîtrisent pas l'écriture. Donc comment vous allez communiquer avec eux? Est-ce que c'est toujours à travers des intermédiaires? Voilà. Et je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis contente à synthétiser tout. Donc la parole à M. Très bien. Donc, merci pour les propositions. Merci pour les remarques. Merci pour les compliments. Merci pour ce regard qui donne à l'agence et à toute l'équipe qui est présente des pistes pour renforcer l'action. Je pense que ce sont des propositions qu'on va les concrétiser. On n'a pas encore réalisé des points par rapport à votre proposition. Et je pense que cette conférence était l'occasion pour moi pour partager avec vous ce message d'appel aux étudiants. D'ailleurs, on l'a fait il y a quelques mois. Nous avons besoin de l'université, nous avons besoin de l'étudiant. Et on a organisé un événement ici à la Faculté des sciences de l'éducation sur la thématique le rôle de l'étudiant dans l'alphabétisation. On a même organisé une formation des formateurs pour les étudiants. Nous avons l'ambition d'ouvrir des classes d'alphabétisation au niveau de l'université. Nous avons l'ambition également de développer certaines pratiques avec l'université. Donc voilà une autre occasion. On a noté quelques propositions, mais toujours le débat est ouvert. Vous êtes également un acteur. Je ne suis pas en train de lancer la balle dans votre camp. Au contraire, je suis en train de jouer mon rôle de plaidoyer, d'appel à l'appui de tout acteur. Je pense que l'étudiant peut jouer pleinement un rôle. Il y a l'axe communication, il y a l'axe ressources humaines, il y a l'axe gouvernance. Donc ce sont des axes dont vous pouvez nous aider pleinement. Moi, j'étais interpellé par une remarque sur le rôle de top management, du middle management.
et sur le contact direct avec le bénéficiaire. Je pense que l'équipe vont se rappeler toujours de mes propos par rapport à ce point. Et parfois, c'était dans un état de mécontentement où je me dis, est-ce que je suis vraiment un directeur d'une agence, je suis un chef de service, je suis dans la situation de middle management, ça arrive. Et donc, souvent, c'est à cause de cette situation d'arriéré et en même temps des situations que j'ai beaucoup expliquées. Donc, je n'arrive pas à vivre cette situation de façon très confortable de top management, une relation avec middle management. La même chose, parfois, il m'arrive de me poser la question à quel moment j'aurai la chance de voir ce bénéficiaire, de le contacter, de communiquer avec lui directement. C'est notre mission. Parfois, on est à côté de notre mission, je l'avoue, et on partage ce constat et on essaye toujours de le dépasser. Maintenant, comment? Donc, on a ouvert des espaces de communication et surtout, la nomination des responsables, c'est le premier instrument pour être proche, pour que l'agence soit proche de bénéficiaires. Ça, c'est le premier point de contact. Donc, pour nous, sur lequel on table beaucoup. Bien entendu, le système d'accueil. Malheureusement, le système d'accueil, il est composé, entre autres, par une ouverture via le monde électronique, tout ce qui est messagerie, Facebook. Ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Donc, voilà les points d'ouverture, mais ce n'est pas largement suffisant. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre intervention. Et je ne peux que remercier mon équipe de tout l'effort. Et comme vous l'avez dit, ils sont présents avec nous. C'était un choix, donc ce n'est pas une obligation qu'ils viennent ici. Donc, ils sont, c'est-à-dire intéressés par cette conférence, même ils ont participé à préparer cette conférence. Donc, ça dénote un état d'esprit de l'équipe. Je tiens à les remercier vivement et je remercie tout l'auditoire. J'espère modestement que j'ai répondu à votre attente. Merci beaucoup. Observatoire, au nom des masters, au nom de la faculté et de l'université, nous tenons à remercier le professeur Samir Mahmoud d'abord de cette modestie. C'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Malheureusement, certains managers se prennent pour la cuisse de Jupiter et ça, c'est malheureux. Donc, c'est un modèle pour moi à suivre. Il y en a d'autres. Certainement au Maroc. Le Maroc a besoin aujourd'hui, je dirais, d'une autre dynamique, d'un autre état d'esprit. C'est un modèle, vous avez vu, moi je m'adresse aux étudiants, c'est un modèle que vous pouvez analyser, vous aurez le CD. On va le distribuer pour tout le monde, pour analyser clairement ce qui a été dit et certainement ça va interpeller les étudiants à réfléchir sur des problématiques qui pourraient alimenter leur travail de recherche. Merci beaucoup, professeur Samir Mahmoud. Merci aux étudiants. Ce n'est qu'un début. Alors, je tiens à remercier Stade Malika. C'est un élément et à remercier